Dans le premier épisode de cette série, nous avons survolé la brillante histoire du Sahel et évoqué les heures sombres de la colonisation. Aujourd'hui, nous avançons dans le temps, direction l'après 1960. Que s'est-il vraiment passé après la vague d'indépendance des différents pays? Le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Tchad ont tous proclamé leur indépendance en 1960. Mais cela n'était pas la fin, c'était plutôt un début. Car pour vraiment renaître, il fallait d'abord se libérer des pièges laissés par la colonisation. Nos populations entendent dire que le Niger est très riche. Nous n'en voyons aucune trace. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Nous sommes aujourd'hui le pays où la mortalité infantile est la plus élevée. Nous sommes le pays au monde où le revenu par habitant est le plus faible. D'un point de vue ressources, c'est vrai, le Niger est assis sur un trésor, uranium, pétrole, or, etc. Mais pourquoi ces pays restent-ils classés parmi les plus pauvres de la planète? L'universitaire nigérien Mahamadou Adamou va droit au but. Le Niger, qui est l'un des principaux pays producteurs d'uranium, où maintenant plus de 85-90% de la population vit dans l'obscurité, alors que la France, qui profite de cet uranium, vit pratiquement 24 heures sur 24 dans la lumière. Donc c'est un peu là la contradiction. Même après son indépendance, le Niger est resté sous l'influence de Paris. L'accord signé en 1967 sur l'exploitation de l'uranium précisait, je cite, « Toute opération ayant pour objet ou pour effet l'entrée dans la société de personnes physiques ou morales étrangères au Niger ou à la France sera soumise aux accords exprès et écrits du Niger et du CEA. » Fin de citation. Autrement dit, impossible pour le Niger de choisir librement ses partenaires, impossible de faire des appels d'offres, il fallait suivre la ligne française sans broncher. Et ce n'est pas un cas isolé. Après les indépendances, la plupart des pays sahéliens ont gardé la France comme partenaire prioritaire, parfois exclusif dans l'exploitation des ressources. Une habitude héritée d'un rapport de force inégal. Avec le temps, une chose devient évidente pour les Nigériens. Le système n'a pas changé. L'extraction des ressources se fait ici et les bénéfices sont pour l'Hexagone. L'uranium extrait ici, le fameux Yellow Cake, part en France. Là-bas, il illumine des millions de foyers. Ici, moins de 20% de la population a accès à l'électricité. Dans l'agriculture aussi, l'héritage colonial pèse lourd. Prenons les voisins du Niger. Le Mali et le Bénin sont les grands producteurs de coton. Cela représente entre 8 et 12% de leur PIB. La Côte d'Ivoire, elle, est le royaume du cacao, premier exportateur mondial avec 40% de la production globale. Et au Sénégal, c'est l'arachide qui domine. Un tiers des terres cultivées y est consacré et 2 tiers des exportations en dépendent. Vous vous souvenez de l'épisode précédent? Coton, cacao, arachide, ce sont les cultures de rente imposées par la puissance coloniale et les cultures vivrières quasiment laissées de côté. Résultat, des vagues de famine tragiques. Aujourd'hui, cette structure agricole est toujours là et l'insécurité alimentaire aussi. Même en Côte d'Ivoire, pourtant bien placée économiquement, il faut importer 50% du riz consommé. Et ce n'est pas tout. Les pays sahéliens occupent encore le bas de la chaîne de valeur mondiale. Ils produisent les matières premières, coton, cacao, café, mais ce sont les entreprises occidentales qui contrôlent la suite. Elles transforment le coton en vêtements, le cacao en chocolat, le café en capsules, et c'est là que les profits explosent. Autre héritage colonial, la monnaie. Aujourd'hui encore, 8 pays dans l'Afrique de l'Ouest utilisent le franc CFA. Son nom officiel, franc de la communauté financière africaine. Mais à l'origine, en 1945, il s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. On a changé l'étiquette, mais pas le système. Sa logique continue de refléter une hiérarchie coloniale. Quand on veut comparer un pays qui a sa propre monnaie au pays de l'UEMOA, l'aspect sur lequel il faut insister, c'est la dépendance de ces pays-là par rapport à un pays étranger, par rapport à un autre pays.
Il y a une dépendance qui est très nette et qui fait que les grandes décisions techniques ou politiques, sont prises par la puissance dominante. Du sous-sol à l'agriculture, de la monnaie à l'industrie, les pays sahéliens sont encore les prisonniers des chaînes invisibles. Comment briser ces chaînes? Comment construire un développement réellement autonome? Ce sera le sujet de notre prochain épisode.